Le roi du Maroc, Mohamed VI, s'est réjoui de l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba ce lundi lors d'une visite. Le président gabonais poursuit sa convalescence depuis le 29 novembre à l'hôpital militaire de Rabat. En RD Congo, combat entre l'armée des miliciens regroupés autour d'un ancien officier qui s'est retourné contre le président Kabila. Les affrontements ont fait 4 soldats et 14 rebelles tués. Trêve commerciale sino-américaine, l'action est diversement appréciée dans le rang des acteurs du monde des affaires. Certains ont notamment appelé le géant asiatique à des réformes économiques. Voilà pour le sommaire de cette nouvelle session de l'information sur SICA. Bienvenue, bonjour. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a rendu visite ce lundi au président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui poursuit sa convalescence depuis le 29 novembre à l'hôpital militaire de Rabat. Au cours de cette visite, le roi s'est réjoui de l'état de santé du président Bongo qui évolue favorablement de jour en jour. Vêtu d'un turban et d'une djellaba à rayures grises, le président Bongo apparaît légèrement souriant et regardant le roi. La publication de cette vidéo devrait faire taire les rumeurs persistantes et les fausses informations concernant l'état de santé du président Bongo. Pour rappel, le président gabonais était arrivé jeudi 29 novembre à Rabat pour y poursuivre sa convalescence en milieu hospitalier après plus de mois passés dans un hôpital de Riyad pour une maladie qui reste officiellement inconnue. Combat entre l'armée et des miliciens regroupés autour d'un ancien officier qui s'est retourné contre le président Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Les affrontements qui se sont déroulés dans l'est du pays ont fait 4 soldats et 14 rebelles tués. Les images. Les combats ont lieu dans le territoire de Fizi, province du sud Kivu, dans l'est de la RDC. Lundi, un soldat et 2 rebelles ont été tués dans ces affrontements qui mettent aux prises l'armée au groupe armé Yakutumba. Ce dernier porte le nom de l'ex-officier William Amouri Yakutumba qui s'est retourné contre le président Joseph Kabila. Ces miliciens seraient alliés aux rebelles du Front National de Libération du Burundi voisin. À en croire un porte-parole de l'armée dans la région, les rebelles ont déjà perdu 12 combattants, tandis que 3 soldats sont morts noyés avec leurs armes dans une rivière. Pourtant, en février de cette année, l'armée congolaise avait affirmé avoir anéanti les Yakutumba lors d'une offensive. En effet, riche en minerais, le territoire de Fizi était le fief de la rébellion de Laurent-Désiré Kabila, père de l'actuel président congolais et de l'Alliance des forces démocratiques de libération qui a pris le pouvoir en renversant en mai 1997 le maréchal Mobutu Sese Seko. Plus d'une centaine de groupes armés sont répertoriés dans l'est de la RDC. C'est dans cette ambiance que des élections sont prévues le 23 décembre dans le pays pour désigner un successeur au président Kabila et élire des législateurs. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit au Burkina Faso. C'est plutôt 6 assaillants qui ont été abattus lundi à Bougui, localité de l'est du pays. C'était lors d'une attaque terroriste contre une patrouille de gendarmes. Une information confirmée par des sources sécuritaires. 6 assaillants ont été abattus lundi à Bourgui, localité de l'est du Burkina Faso, lors d'une attaque terroriste contre une patrouille de gendarmes. Les terroristes ont ouvert le feu lorsque le convoi d'une équipe de patrouille de la brigade territoriale de gendarmerie de Fadane-Gourma, à 220 km de Ouagadougou, est tombé dans une embuscade dans le village de Bourgui. Mais les éléments de la gendarmerie ont aussitôt réagi, neutralisant 6 assaillants. Un gendarme a été blessé au pied selon une autre source sécuritaire, précisant que cette attaque a eu lieu aux environs de 5 heures GMT du matin dans la forêt de Bourgui, située à 10 km de Fadane-Gourma, chef-lieu de la région de l'Est. Plusieurs armes, dont des kalachnikovs et des cartouches, ont été saisies sur les assaillants.
Selon un responsable local, l'équipe de la gendarmerie se rendait au campement de chasse de Sindou pour démanteler une cache d'armes appartenant à des terroristes présumés. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis le premier trimestre 2015. Vendredi dernier, 5 personnes, dont 4 gendarmes, avaient été tuées par l'explosion d'un engin artisanal au passage de leur véhicule à Bongou, dans la région de l'Est. En Côte d'Ivoire, c'est plutôt 6 élections municipales et 2 régionales qui ont été annulées au mois d'octobre dernier après des troubles qui se sont finalement prévus pour le 16 décembre prochain. L'annonce a été faite ce lundi par le gouvernement ivoirien. Des précisions à travers ces images. Des électeurs ivoiriens sont convoqués aux urnes le dimanche 16 décembre prochain dans le cadre de 6 élections municipales et 2 régionales, des scrutins qui ont été annulés en Côte d'Ivoire en octobre dernier après des troubles. L'annonce a été faite ce lundi à la presse par le porte-parole du gouvernement Sidi Touré à l'issue d'un conseil extraordinaire des ministres. La campagne électorale va durer 7 jours, du 8 décembre à 0h au 14 décembre à minuit. La Cour suprême ivoirienne avait annulé les élections municipales et régionales couplées du 13 octobre dans 6 municipalités. Grand-Bassam, Port-Boué, Bingerville, Lokota, Rubino et Boko, puis dans 2 régions, le Lot d'Iboua dans le sud-ouest et le Guémon dans l'ouest. Des violences avaient en effet éclaté à Grand-Bassam et à Port-Boué après le scrutin. À Lokota, une personne avait été tuée le jour du vote. Les élections ont été marquées par des violences ayant fait au moins 5 morts dans l'ensemble du pays, de nombreuses accusations de fraude et de multiples problèmes dans les bureaux de vote, certains n'ayant ouvert que tardivement, voire pas du tout. Au Bénin, à présent, la 12e édition du TOFA, organisée par le collectif des prêtres du FA, a révélé samedi dernier des signes sous lesquels le pays passera l'année 2019. Le FA annonce une année de richesse et de bonheur pour le peuple béninois qui semble avoir perdu l'espoir. Organisée depuis 12 ans par le collectif TOFA, la consultation héritée des traditions ancestrales prédit richesse et bonheur en 2019, selon les interprétations du prêtre Fa, David Kofi Azar. La prédiction découle du signe Woli au fond, le signe géomantique qui gouvernera 2019. Ce qu'on peut retenir en général, c'est un message d'espoir et d'espérance, parce que le signe principal que nous avons eu, c'est Woli au fond, qui dit c'est-à-dire que au début, on va sentir une certaine difficulté, mais bientôt, chacun va sourire. Et d'ailleurs, c'est que bientôt, nous allons tous sourire. Mais poursuit en disant, c'est-à-dire c'est le roi lion, cet homme qui a cherché la misère et tu en as eu suffisamment. Et il faudrait que le roi se débarrasse des difficultés que lui-même il s'est créé. Donc en un mot, c'est un message à l'endroit directement du président de la République qui s'est créé lui-même des difficultés. Il faudrait qu'il se débarrasse de ces difficultés-là pour pouvoir avoir la possibilité et une marge de manœuvre pour pouvoir mieux diriger les affaires de la nation. La prospérité dépendra beaucoup de l'énergie océanique, généralement communément que nous appelons Mami ou Aoyo. Et il y a des rituels dans ce sens-là que nous devons faire pour bénéficier de leur bonne grâce. Mais les activités portuaires seront au cœur de très grandes polémiques au cours de l'année 2019. C'est pour ça que tout en contentant l'océan, nous devons implorer sa grâce sur les activités maritimes que nous avons au niveau du pays pour que ces activités ne tombent. La consultation est positive. Le pays va mieux se porter en 2019. Le FA l'a certifié. Il importe de mentionner que peu de Béninois s'attendaient à une telle prédiction. En effet, le TOFA 2018, qui était à peu près à l'image des éditions antérieures, s'est montré peu favorable pour le pays. Les dites prédictions faisaient état de ce que la nouvelle année de 2018 serait porteuse de divisions et de calamités diverses. Je l'annonçais en titre, trêve commerciale sino-américaine. L'action est diversement appréciée dans le rang des acteurs du monde des affaires. Selon l'économiste chinois Hu Xingdu, la Chine doit approfondir ses réformes économiques pour se dégager de la pression des États-Unis.
Les deux chefs d'État ont atteint un consensus sur les questions économiques et commerciales pendant leur rencontre et sont d'accord pour arrêter d'imposer de nouveaux droits de douane. Les deux parties ont aussi mis sur la table une série de propositions constructives sur la manière de résoudre les problèmes actuels et nos différences. La Chine et les États-Unis ont annoncé un accord qui suspend l'escalade des droits de douane. Un pas que les médias d'État chinois saluaient lundi d'important. Seulement, ceux qui apprécient n'y voient pas un coup de baguette magique propre à résoudre les profonds différends bilatéraux, même si la nouvelle soutenait les bourses asiatiques. Dans les 6 prochains mois, il est très probable que les États-Unis domineront parce que les États-Unis ont plus de demandes. La Chine fait face à la situation et résout les problèmes de façon passive. Si la Chine veut se dégager de la pression des États-Unis, du monde occidental, aussi bien que de la pression intérieure, elle ne pourra le faire qu'en approfondissant ses réformes. Trump a apporté une contribution à cet égard et a donné à la Chine une force motrice. La Chine doit devenir une vraie économie de marché et un état de droit afin que dans l'avenir, la Chine puisse être respectée à travers le monde et puisse éviter les guerres commerciales. Ce répit a suffi à ragaillardir les marchés asiatiques très malmenés ces derniers mois par l'affrontement transpacifique. Pourtant, en cas d'échec des discussions, Washington a prévenu. Les droits de douane de 10% depuis fin septembre seront bien portés à 25% sur près de 200 milliards de dollars de produits. La Chine avait rétorqué avec des mesures similaires sur quelques 110 milliards de dollars de produits venant chaque année des États-Unis. Au Yémen, pour finir, l'hôpital de Koka, dans l'ouest du pays, est de plus en plus le théâtre de scènes désolantes. Les Nations Unies ont déclaré que le Yémen était le théâtre de la pire crise humanitaire du monde. Les précisions. Des dizaines d'enfants se regroupent devant l'hôpital Koka au Yémen, dans l'espoir d'être admis dans cet établissement qui sert de bouée de sauvetage à des dizaines de milliers de personnes. L'hôpital, situé en zone gouvernementale, est l'un des mieux équipés du pays, ravagé par 4 longues années de guerre. Alors que des millions de civils sont aujourd'hui menacés par la famine, même l'hôpital de Koka ne peut répondre aux besoins de tous les enfants souffrant de malnutrition et qui arrivent chaque jour. Le centre reçoit de nouveaux cas, mais n'a que 6 ou 7 lits et cela ne suffit pas. Nous demandons à tous les donateurs et les soutiens d'intervenir immédiatement. Nous demandons à tous les gens charitables dans le monde d'aider une institution médicale à soigner les cas sévères de malnutrition et à sauver les enfants de la province et les fils de la province libérés aussi vite que possible. Nous appelons aussi toutes les organisations à nous aider en nous fournissant des médicaments contre la malaria, contre la dengue et les diarrhées, car le centre n'a pas du tout ces médicaments. Selon des responsables de l'ONU, 14 millions de personnes, soit la moitié de la population yéménite, sont en situation de pré-famine. Et 200 millions de civils dépendent d'une aide pour leurs besoins de base. L'ONU pourrait convoquer des pourparlers inter-yéménites sous peu en Suède. Et voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles.